David Ben Gourion, qui était pourtant pas rigolo, qui était un faucon, est quand même beaucoup moins faux cul qu'une certaine Elisabeth Lévy sur le sujet. Voilà. Il faut le rappeler. Ladies and gentlemen, bonsoir, good evening. Ah oui, alors le Festival de Cannes, c'est toujours amusant parce que je pense que pour les gens, moi j'ai fait du cinéma, hein, je m'y suis intéressé, j'ai rêvé là-dessus. On voit bien aujourd'hui que les palmes d'or sont données en général pour des raisons de pure géopolitique impériale. En général, on trouve toujours un dissident iranien quand il faut. Alors cette année, on se disait, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là, il y a l'expression de Audiard, le père, hein, pas la fiotte, qui est reprise de Céline, c'est la synthèse, le truc parfait. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ils ont filé la palme en période effectivement de révolution de Jasmin, à un cinéaste tunisien, mais francophone et droit de l'homiste intégral, qui a fait un petit film sur une histoire d'amour de deux mineurs lesbiennes. La Palme d'Or pour la vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche a séduit Steven Spielberg et le jury de Cannes pour la délicatesse avec laquelle il traite une passion amoureuse entre deux adolescentes. Entourée de ses actrices Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, dont le duo est resplendissant, Abdelatif Kechiche a dédié ce prix aux jeunesses de France et de Tunisie. Ça me faisait du bien, surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Donc on a le mariage pour tous et les révolutions de Jasmin accouplées, c'est-à-dire c'est la totale. Donc on a un film sans doute très indigent, j'ai vu des extraits, c'est à pleurer de vulgarité et c'est horripilant. Agressive, t'énerves Ta gueule, t'arrêtes de dire que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en disant n'importe quoi, je me défends, c'est tout. Et là c'est toi qui es énervé, d'accord? Nous on a Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Baisse d'un tour, ça va, c'est bon. Toi, baisse d'un tour, on fait que parler. C'est elle qui m'agresse depuis tout à l'heure, pourquoi tu me dis de me taire? Tu parles comme ça, t'as quel âge? J'ai quel âge, c'est vous, vous avez quel âge? Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? Putain, mais... Mais voilà, on voit très bien que l'art d'État, parce que c'est de l'art d'État, ou même l'art impérial, l'art officiel, est strictement de la propagande dure, exactement ce qui nous est ricané quand on pense à l'époque de l'URSS. Mais on en est exactement au même point. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce Tunisien dont le premier producteur était Jean-François Le Petit, qui a été aussi mon producteur. Et je me rappelle qu'à l'époque où je faisais mon film, il avait produit le premier film de ce Kechiche là, qui s'appelait La faute à Voltaire, qui était l'histoire d'un sans-papier. Elodie Bouchez, Sami Bouadjila, Horatica, un joli casting pour un premier film, inscrit dans un contexte sensible, le monde des exclus. Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Pourquoi avez-vous choisi la France ? Autorisation provisoire de séjour de 3 mois. Quand il y a Voltaire dans le titre et avec une sorte de sans-papier, on savait déjà que c'était du 100% Trotskar. D'ailleurs, Le Petit est un ancien Trotskar, je crois, ou un Maus Pontex, ou je sais pas quoi. À l'époque, moi j'étais en début de montage et l'autre venait juste de finir son film. Le Petit passait son temps à pester contre la méchanceté, la malhonnêteté, le côté insupportable de ce Kechiche, qui était un emmerdeur d'une arrogance et d'un narcissisme inouï. Enfin, je veux dire, le Petit ne pouvait plus le supporter. L'autre a l'air d'avoir le melon comme c'est pas permis. Voilà. Quelque chose que je cherche et que je ne saurais pas définir, comme le sentiment que le gros plan m'aide à percevoir dans l'expression du visage, qu'il soit en train de manger, de parler, de s'exprimer, de boire, de pleurer, de rire. Quelque chose derrière cette expression. L'être. Et donc ça me fait marrer parce que je me rappelle tout le mal qu'en disait Le Petit à l'époque de ce Kechiche. Bon, il a fait son chemin depuis dans le droit de l'homisme institutionnel et le cinéma d'État. Et là, il se retrouve avec une palme d'or à Cannes pour un film de propagande intégrale pour le mariage pour tous, avec deux petites connes qui se sont permis, en plus à Canal+, de faire un doigt à Boutin. Que rêvez-vous de dire à Christine Boutin? Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. Comme si elles étaient des révolutionnaires, alors que il y a une grosse et une demi-grosse. La chose à laquelle il ne faut pas penser pendant une scène de sexe. Faut pas penser au fait que j'ai mon nez dans ton cul.
elles n'ont aucun avenir en tant qu'actrices. C'est-à-dire qu'elles, une fois de plus, elles seront comme tous ces gens utilisés par le système qui, à un moment donné, que ce soit le mec du cran ou Erdogan, exultent et puis finalement finissent à la poubelle avec tous les autres. Elles n'ont aucun avenir. Hein. Et pour un film qui est de la merde, et surtout, comment ce film sera amorti? Je vais le dire, ce film sera amorti parce que les lycéens seront obligés d'aller les voir. C'est-à-dire que ce film est déjà un film qui normalement n'aurait aucun spectateur tellement ça intéresse personne et tellement c'est indigent, mais qui sera entièrement, remboursé et même payé par les scolaires. C'est-à-dire que les profs bien cons, et avec injonction de l'État, enverront tous même peut-être les classes entières iront sur les heures d'école voir le film pour bien apprendre comment il faut se bouffer la chatte quand on est 2 lycéennes pour être moderne. Hein, voilà. C'est comme ça peut faire oublier qu'on sait même plus écrire chatte. Hein, au niveau de la maîtrise de l'orthographe, quoi. Voilà. Et là, on voit vraiment que on est dans une période effectivement je dirais presque de fin de cycle, tellement tout est exacerbé, parce que je me rappelle quand même, moi qui adorais le cinéma, à l'époque où on avait la grande bouffe, comme Palme d'Or, ou les films de Piala, soit ça parlait des problématiques de Bernanos, soit une critique très fine de la société de consommation avec une dimension subversive. Là, on est dans la basse propagande de merde faite par des collabeurs. Et je rappelle d'ailleurs que ce Keshish, quand il est monté à la tribune, a fait son numéro pour soutenir les soi-disant révolutions de Jasmin. Je voudrais dédier ce prix, ce film à cette belle jeunesse de France, et dédié également à une autre jeunesse pour un acte extraordinaire qui s'est passé il y a très peu de temps, la révolution tunisienne. C'est-à-dire la mainmise du FMI sur des pays qui ont perdu toute autonomie avec la manipulation des frères musulmans, alors qu'il avait reçu un prix par Ben Ali quelques temps avant. Hein. C'est-à-dire qu'en plus le mec, c'est le résistant à Francisque là. C'est un peu c'est les mecs, tu sais, qui qui survivent à tous les régimes. Hein. On a tous nos grands résistants comme ça. Là, Mitterrand était le saint patron. Donc on a le mec là qui fait son numéro. En fait, c'est un collabo de tous les régimes, évidemment, qui a bien fait son chemin de collabeur droit de l'homiste, voltairo, sans-papiériste, qui maintenant fait bien son truc sur le lesbianisme pour accompagner la loi du mariage pour tous, et qui en récompense, effectivement, est porté au pinacle par le Festival de Cannes, qui l'année dernière a viré vite fait bien fait un cinéaste, lui, de talent, qui est Lars von Trier, parce qu'il avait fait une petite plaisanterie en disant qu'il comprenait Hitler. Début de polémique à Cannes. Lars von Trier, qui dérape, le réalisateur danois, a affirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse qu'il comprenait Hitler. Je pense que je comprends cet homme. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un brave type, mais oui, je comprends beaucoup de choses chez lui. Et j'ai un peu de sympathie pour lui, oui. Je suis bien sûr pour les Juifs, pas trop quand même, car Israël nous emmerde. La sanction n'a pas tardé à tomber. Le festival, par le biais d'un communiqué, condamne très fermement ces propos et déclare Lars von Trier persona non grata au Festival de Cannes, et ce, à effet immédiat. Enfin voilà, je veux dire, tout est tellement bouclé, cohérent, et je dis que cette période comme ça de fin de l'histoire où tout se voit en pleine lumière, où les médiations sont tellement raccourcies que toutes les médiations se touchent pour faire un tout cohérent, je veux dire, de l'ordre de l'évidence, quoi. On n'est même plus obligé de réfléchir et d'aller chercher loin, quoi. C'est-à-dire, tout est là. Donc voilà, donc cette merde fait par ce avec sur un sujet insupportable. En dernière instance, ce sera une bonne petite opération commerciale, puisque les lycéens seront obligés d'aller subir cette propagande pour qu'ils apprennent bien que un jeune branché moderne, s'il veut être de gauche, il n'est surtout pas question de défendre la classe ouvrière ou de se poser des questions intelligentes de rapport nord-sud et géopolitique. Il faut simplement s'enculer, se bouffer la chatte et effectivement faire des doigts à Canal+, à Madame Boutin, qui en plus, la pauvre, est une catholique de Vatican II. Enfin, je veux dire, c'est pas de Saint-Nicolas du Chardonnay. Hein, voilà. Rendez-vous demain parce qu'il nous faut encore du sexe, du vice, de la baston. Sinon, rien. Jean-Michel, c'est arrivé. Ça, c'est une surprise. Ah oui. Alors, on va revenir sur notre présence à Cannes. Il est où? Il est pas loin. Il est pas loin. On veut le voir. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule. Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Les stars sont à Cannes avec Franck Provost. Oui, alors ce qui était marrant, c'est que le festival de Cannes, c'était Keshish pour la Palme d'Or. Et là, on a eu 2 événements qui montrent bien ce que c'est que cette merde, je veux dire, du cinéma, de l'industrie du cinéma, quoi, qui est de la propagande impériale, bling bling, poi poi. On a eu DSK qui a monté les marches avec sa nouvelle gonzesse. Il y a eu la montée des marches ce week-end, la montée des marches par Dominique Strauss-Kahn, une grande insolence, une insolence qui en a heurté plus d'un. Dominique Strauss-Kahn, particulièrement ravi, extrêmement fier d'être là, visiblement, tout à fait heureux d'être sous le feu des caméras sur le tapis rouge. Une montée. Et qui est la dame avec C'est sa compagne Myriam Laouir. Pour bien montrer, et il a raison parce que finalement il est raccord, hein, l'autre il est avec sa voilà, il pourrait être producteur, hein, voilà. Et on a l'autre truc, c'est quand il y a eu un vague coup de pétard qui a été tiré, on a vu quand j'avais parlé de ces animateurs de Canal+, qui se passerait en cas de tension un peu physique, etc. Là, ces espèces de nains avec le physique de Méric d'ailleurs, la grosse tête et les petites épaules. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là s'ils sont confrontés à une vraie réalité. Moi, j'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. On a une image très très jolie qu'on mettra de Denisot qui plonge sous le bureau parce qu'il y a quelqu'un qui a tiré un pétard et que d'un seul coup, il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Il y a la peur d'un attentat. On verra les mecs courir comme s'envoler comme des pigeons et Denisot plonger sous le bureau, ce qui est quand même... Là, c'est vraiment révélateur de cette réalité complète, quoi, du lien, enfin, puisque Canal+, le Festival de Cannes, tout ça, c'est la même engeance. C'est d'ailleurs les mêmes quand on fait des tonnes sur Méric. Hein. Il y a déjà eu des agressions. Alors, l'extrême droite, et pas simplement l'extrême droite radicale, mais plus largement, base et son discours et sa pratique sur la violence. Enfin, que les antifas se posent des questions. Quand on a comme défenseur et comme compagnon de combat les animateurs de Canal+, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la subversion authentique. Il faudrait qu'ils se posent toutes ces questions-là. Mais donc on remettra DSK montant les marches, Keshish faisant son petit numéro, crachant sur Ben Ali qui lui avait donné une médaille il n'y a pas longtemps avant. Les 2 connasses faisant leurs doigts là, à boutin pour bien montrer ce niveau de vulgarité de cette adolescence inculte, etc. Et Denisot plongeant sous le bureau. Là, je pense qu'on a la fresque de la France telle qu'on essaie de nous la coller et qui mérite effectivement la France de Gamelin, quoi. Enfin, la France de l'exode, la France du déshonneur, voilà, qui mérite effectivement et non, qui mérite qu'on se batte. Comme je me bats, mais qui explique aussi pourquoi certains jeunes de banlieue ne la respectent pas tant que ça. Voilà, parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Hein, je pense que si on veut demain faire aimer la France aux jeunes des quartiers en difficulté, il va falloir leur montrer autre chose. Peut-être du Tabarly, du Brassens, du Soral, du Dieudonné, du Vénère même, mais pas toute cette merde, quoi. Ça c'est sûr. Un petit air de Cannes sur le parvis du Parlement de Strasbourg. Mais cette fois, c'est le gratin du cinéma européen qui distribue les prix. Et la palme d'or du plus mauvais scénario est attribuée à l'Union européenne, soupçonnée de vouloir sacrifier la sacro-sainte exception culturelle sur l'autel des négociations commerciales avec les Américains. On a la chance d'avoir un cinéma français très fort, cinéma européen. Et je pense qu'il faut préserver ça. Il faut pas ouvrir comme ça le marché au plus fort et du coup de tuer tout le reste. Comme Bérénice Bejo ou Costa Gavras, ils sont près de 7000 grands noms du cinéma à avoir signé une pétition lancée par les frères Dardenne, 2 fois Palme d'Or à Cannes. Ils reprochent à la Commission d'avoir intégré la culture aux futures négociations de libre-échange avec les États-Unis. Et pour eux, c'est la porte ouverte à la culture McDo, prête à consommer. Ce qui est possible avec d'autres pays doit l'être aussi pour les États-Unis. Nous nous battrons et nous nous battons et nous nous battrons toujours pour la défense de la diversité culturelle. La France s'opposera à l'ouverture des négociations si les industries culturelles ne sont pas protégées et n'en sont pas exclues. La France ira jusqu'à utiliser son droit de veto politique
c'est notre identité, c'est notre combat. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes en tête pour le mener avec l'appui de la représentation nationale. Have an agreeable baby, likes everything that I do. Dances most every night, movies are her delight. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu la ratification, pareil, en douce du marché transatlantique, c'est-à-dire la marche du nouvel ordre mondial qui est cette destruction des frontières, des protectionnismes et cette domination par le marché et ceux qui tiennent le marché, pour ceux qui auraient l'illusion libérale, hein, c'est l'oligarchie, hein, c'est pas le marché ouvert et concurrentiel à l'ancienne, enfin, si tant est qu'il ait jamais existé. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on est tout fiers d'annoncer qu'on a sauvé l'exception culturelle. Les Européens sont tombés d'accord pour exclure l'audiovisuel des négociations de libre-échange avec les États-Unis. La France, très attachée au principe d'exception culturelle, a donc remporté son bras de fer. C'est-à-dire qu'on interdit le protectionnisme et on casse toute protection qui pourrait défendre les producteurs français, les travailleurs français, mais protectionnisme pour un seul truc qui est le culturel, c'est-à-dire essentiellement le cinéma français. Le danger essentiel, c'est que demain, on ne puisse pas faire les films comme on le fait, avec pleine liberté, et la formidable diversité que nous avons en France, quel que soit, commercial ou pas commercial. Ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple. En France, les chaînes ne peuvent pas couper les films en faisant de la publicité. Voilà. Ça, c'est grâce à l'exception culturelle. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que notre vie est différente de celle d'autres pays. Voilà. Et ça, il faut le préserver. Parce qu'effectivement, cette petite élite, qui d'ailleurs souvent est liée à la communauté des élus, hein, elle est très présente, veut bien que valide toute la mondialisation et la destruction des conditions de vie en termes de nomadisation et de baisse de niveau de vie en termes de dumping social du travailleur quel qu'il soit, mais pour eux seuls, il y a protectionnisme. Hein. La pétition a été signée par 7000 artistes en Europe qui ne sont pas que des sentimentaux. On s'est concerté et effectivement, je répète ce que Costa a dit, cet homme semble dangereux parce qu'il met en négociation la culture qui est un droit de l'homme, qui n'est pas une marchandise. Et en plus, c'est pas protectionnisme d'un savoir-faire de haut niveau. C'est protectionnisme d'un cinéma d'État financé par le CNC, les aides sélectives, etc., pour que des parasites qui règnent sur ce fromage puissent continuer à faire leur merde de cinéma d'art et d'essai français hyper casse-couille, invendable et souvent totalement bobo, illégitime, dont le Keshish est le parfait représentant. Voilà. La meuf c'est une pute, elle vient dormir chez moi à poil dans mon lit, elle me mate le cul quand elle est chez moi. Putain, arrête de dire n'importe quoi. Mais ouais, t'es une pute, toutes les putes elles matent les culs, d'accord? Est-ce que ta meuf elle a aussi la chatte bleue, ouais? Hein, elle a la chatte bleue ta meuf? Donc c'est drôle, ce deux poids deux mesures, c'est pour la piétaille, pour le monde du travail, pour les normaux, c'est marché ouvert mondial, c'est-à-dire finalement destruction de la production française, du savoir-faire français et mise en faillite de Peugeot. Mais pour nous les nantis, les élites, il y a protectionnisme, il y a exception culturelle. Alors c'est une victoire aussi pour la France. Hier, elle n'a rien lâché à Luxembourg face à certains de nos partenaires comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. L'exception culturelle est donc exclue du grand déballage commercial qui va s'ouvrir avec Washington. C'est-à-dire une exception économique de type protectionniste pour uniquement le culturel, en sachant que ce qu'ils appellent le culturel, c'est l'idéologie, c'est l'idéologie sociétale. Hein, voilà. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'accepte, parce que c'est l'air de rien, quand on voit ce qu'il y a derrière, ça amène au marché ouvert intégral, hein. C'est-à-dire immigrationnisme, métissage, voilà, donc finalement on leur laisse leur petit protectionnisme pour travailler en dernière instance pour le marché ouvert intégral, hein. Parce que sinon, s'ils se mettaient à faire du cinéma patriote ou du cinéma intelligent ou du cinéma critique, je pense que l'exception culturelle sauterait. Voilà, donc c'est assez drôle de voir cette immoralité politique et cette stupidité totale de gens qui prétendent régner sur la culture, qui parlent d'art et qui se prétendent être des consciences, des artistes et des créateurs. Les gens peuvent avoir l'impression qu'on fait des métiers où on s'amuse et où finalement c'est assez léger. Or on parle d'eux. On parle de ce qu'est le monde aujourd'hui, on parle aussi de leurs problèmes, on parle... La culture, c'est aussi, c'est un combat contre la censure, pour la liberté de penser, pour la liberté d'exister, de penser librement. La culture, c'est tout sauf un truc de nanti. Ça me fait doucement rigoler. Alors que ce sont les plus crétins, les plus flics, les plus idéologues, et les plus cons, quoi. Je veux dire, n'importe quel patron de bistrot ou n'importe quel chauffeur de taxi a plus de conscience politique et de sens du bien et de sens de la morale. Et peut-être même quelque part de goût, c'est pour ça dire qu'ils vont voir les films américains et pas les leurs, que ces connards-là, quoi. Voilà.
Donc finalement, le kéchiche, on le mérite. Voilà. Mais c'est payé avec nos impôts, faut le savoir. Et avec l'argent de vos gosses quand ils seront obligés d'aller voir le film. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 17 juin 2013 et je suis face à Vincent Renoir. Vincent Renoir, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous sortez actuellement de la 31e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, dans le procès qui vous opposait à Charlie Hebdo. Pourriez-vous nous parler du verdict qui a été énoncé ? Alors, donc je rappelle que j'étais poursuivi pour contrefaçon, pour avoir utilisé quelques dessins publiés dans une publication de Charlie Hebdo afin de faire, moi, une bande dessinée révisionniste. J'avais pris quelques dessins assez mineurs qui me permettaient de faire de mettre des images entre les scènes ou des images d'avocats qui parlaient, etc. Puisque ma bande dessinée, en fait, c'était un procès de révisionniste. Oui, bah ça c'est le lien pareil, c'est aujourd'hui le libertaire comme agent de propagande d'État et comme flic. Alors on revient à Kluskar, qui a été mon maître, a bien expliqué comment le libéralisme avait eu besoin du libertaire à un moment donné pour se trouver de nouveaux marchés, et comment même il avait surmonté ses contradictions par le libertaire. C'est l'Assomption de Cohn-Bendit et c'est aussi le règne de Canal+ et des Inrecuptibles. Hein. En fait, ces gens-là sont les meilleurs agents du marché. Il faut bien et les moins subversifs de tous. Et le plus abject, c'est que Charlie Hebdo, par le boulot qu'il fait depuis quelques années, incarne ça jusqu'à la logique, je dirais, de pousse au crime et de flics. Pousse au crime par les caricatures de Mahomet, alors qu'on sait que Charlie Hebdo au départ c'est l'insoumission libertaire au pouvoir à travers l'équipe de Choron au départ. Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites ? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Bon, c'est rien du tout. C'est des mots de ma mère, c'est des mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du mot. Et là, on a la bande à Charb. Après, quand les gens disent mais c'est pas parce qu'il y a des lois que ça va faire baisser le nombre de racistes, c'est pas tellement le problème. Il y aura toujours autant de racistes, je crois. Le problème, c'est que ces racistes ne puissent pas s'exprimer et foutent le bordel dans une société qui ne devrait pas l'être raciste. Qui sont obligés d'organiser des incendies criminels de leurs propres locaux pour toucher l'assurance, pour cacher qu'ils sont en faillite, qui sont payés par les néoconservateurs pour faire de la propagande d'extrême droite, pour pousser au choc de civilisation et à la guerre civile contre les musulmans. Et là, on a récemment... Ils ont attaqué en justice le pauvre Vincent Renoir, qui sort déjà de prison, qui a 7 gosses, qui est interdit d'enseigner. Tout ça parce qu'effectivement, il estime avoir le droit de faire de l'histoire critique malgré la loi Guesso, ce qui est tout à fait, normalement, dans un état de droit, ça devrait être son droit le plus strict. Et il est aujourd'hui persécuté et tapé au porte-monnaie par la bande à Charb, qui l'envoie au tribunal sous un prétexte fallacieux qu'il aurait utilisé des images, je crois qu'ils viennent de Charlie Hebdo, pour illustrer une petite bande dessinée pédagogique qu'il a, je crois, distribuée à quelques centaines d'exemplaires. Alors pour cela, j'ai été condamné donc à 6 mois de prison avec sursis, alors que le procureur avait réclamé 3 mois avec sursis. J'ai été condamné à publier à mes frais le jugement dans Libération. Et ces de Charlie Hebdo arrivent à le faire condamner et le taper au porte-monnaie violemment. Et puis j'ai été condamné à payer 15 000 € de dommages et intérêts à Laurent Sourisseau, alias Riss, donc le dessinateur de Charlie Hebdo, et à payer 5 000 € à la société, donc les éditions rotatives, c'est-à-dire Charlie Hebdo en lui-même. En plus, je dois payer à Charlie Hebdo et à Laurent Sourisseau 1 000 € de frais de justice. Ce que je viens dire aujourd'hui, que Charlie Hebdo, ce sont devenus des flics. Des flics de la domination impériale et des flics néoconservateurs. Et je suis content que vous ayez cité l'Église catholique. Non pas que j'ai une rage particulière contre l'Église catholique, mais en ce moment, l'actualité nous rappelle que les méchants sont les islamistes. Alors effectivement, ils sont méchants. Mais je voudrais rappeler que derrière, en embuscade, se trouvent des gens beaucoup plus nombreux, qui ont beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que les musulmans fassent le sale travail, c'est-à-dire écraser la laïcité, pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche. D'ailleurs, il paraît que Charb aussi a droit à une protection policière. Je dis, il la mérite.
Je veux dire, il la mérite comme la mérite Berger, comme la mérite BHL, voilà, et comme la mérite, à mon avis, tous ceux qui ont très peur de la colère du peuple. Parce que finalement, moi j'en ai pas, de protection policière. Voilà. Donc, donc soutien à Vincent Renoir, qui n'est pas tout à fait sur ma ligne politique, hein. Lui il est catholique, intégriste et nazi, ce qui est assez spectaculaire, mais par contre il est assez performant, il a travaillé sérieusement sur des sujets sur lesquels on n'a pas le droit d'aborder, et il est d'un grand courage, et de même que je soutiens Florisson par principe, je soutiens Renoir par principe, et je veux qu'on sache qu'il a été récemment la victime de la petite bande d'ordures de Charlie Hebdo. Voilà. Qu'on sache à quoi sert Charlie Hebdo. Voilà. Alors, monsieur Bruno Boulefcade, qui depuis bientôt, il a commencé la deuxième année, il est debout toute la journée avec une pancarte devant le siège de la Société Générale, qui l'a ruiné, qui a coulé son entreprise, sciemment, bêtement et violemment, une entreprise qui était bénéficiaire, entreprise familiale. J'avais un garage qui faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais une autorisation de découverte de 600 000 euros entre le Crédit Agricole Hauts-Saônais et la Société Générale Hauts-Saônais, donc siégé à Paris. Si vous voyez la crise automobile en 2008, on a été touché par la prime de 1000 euros puis le CO. Sarkozy avait mis en place un système OSEO, aide aux entreprises à passer la crise. Et si vous voulez, la Société Générale Crédit Agricole ont utilisé OSEO contre la législation. Ils ont transformé mon autorisation de découvert sous pression en crédit ruineux, malgré des prévisionnels établis par mon comptable. Voilà. Donc là, il est bien le symbole de ce côté totalement parasitaire des banques, qui au départ étaient des gens qui étaient là pour investir dans les projets à valeur ajoutée et qui aujourd'hui sont des prédateurs au service de la domination impériale. Et ce monsieur Boulefcade qui a été ruiné par la banque pour des raisons de crédit imposé, usuraire, etc. Enfin, toujours pareil, l'usure, la dette comme logique de destruction, de spoliation et d'absorption. C'est l'escroquerie, vous n'avez pas le droit de faire un crédit, si vous pouvez pas. On ne vous prête pas de l'argent si vous ne pouvez pas le rembourser. Encore moins si vous avez des prévisionnels. C'est un crédit, c'est-à-dire qu'on fait un crédit, on s'en fout du crédit, vous ne remboursez pas, mais dans tous les cas, on sait qu'on va se faire payer par un autre organisme, OSEO. Donc il mène un combat très courageux. Vous verrez les images où il reste toute la journée devant la banque avec une pancarte dénonçant la banque de la Société Générale. Il faut savoir que la Société Générale, après l'avoir ruiné pour une histoire de 400 000 euros, je crois. Je rentre pas dans les détails là parce qu'à la limite on refera une interview pour qu'il nous raconte bien son histoire. Lui a proposé pour qu'il ferme sa gueule et qu'il s'en aille 500 000 euros, mais il a refusé parce qu'il veut mener ce combat, parce qu'il prouve que c'est un pur, quoi. Vous avez l'air déterminé. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Je veux simplement que la Société Générale reconnaisse qu'elle a utilisé OSEO contraire à la législation, qu'elle a utilisé OSEO que pour l'intérêt de la banque et pas l'intérêt du client. Il faut savoir que cette affaire, j'ai quand même perdu 2 sociétés, j'ai perdu 12 salariés qui sont retrouvés au chômage, et je ne peux pas accepter ça, c'est tout. Et sa fille m'avait alerté récemment qu'il était fatigué de passer toutes ses journées debout avec une pancarte, alors que c'est un grand-père déjà. Donc nous l'avons invité pour son anniversaire qui était il y a quelques jours, et nous allons organiser une collecte pour lui, pour l'aider, pour soutenir son combat, et nous affirmons notre soutien, et nous allons l'aider un peu à médiatiser sa cause, comme nous l'avions fait pour la veuve de monsieur Boirara. Voilà, parce que c'est un hasard que ce monsieur ait un nom d'ailleurs de consonance. Il est d'origine algérienne. Nous le défendons en tant que petit patron français. Voilà. Et je lui dis, il m'a remercié déjà, mais bon anniversaire et bon courage. La LICRA vient de m'envoyer au tribunal, moi et Contre-Culture, pour la publication de 5 livres qui sont des rééditions, que j'ai là d'ailleurs. Ils nous demandent de caviarder ce bouquin de Léon Blois qui s'appelle Le Salut par les Juifs. Ils nous demandent de caviarder aussi le Drummond, La France juive, que nous éditons dans la collection des Infréquentables, donc c'est bien dit que ce sont des Infréquentables. Ils nous demandent de caviarder le Douglas Reed, que nous avons réédité. Ils nous demandent de caviarder aussi le Juif international de Ford, que j'ai pas là sous la main, et il nous demande de passer au pilon purement et simplement le Blanc-Rue, qui est l'anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la LICRA nous demande
100 000 euros, je dis bien 100 000 euros, pour avoir osé republier, puisque ce sont des rééditions, ces livres-là. Hein. Elle nous demande 100 000 euros, plus des tas d'autres choses à côté. Voilà. Donc je pense que même Dieudonné n'a jamais eu ce niveau-là d'attaque. Alors, je vais dire plusieurs choses. Déjà, j'ai vérifié, ces livres-là ont été édités par d'autres éditeurs sans aucun problème. Hein. Donc c'est une réédition. Le bouquin, par exemple, de Blois, Le salut par les Juifs, qui est une défense des Juifs face au Drummond d'ailleurs, que la LICRA veut nous faire condamner par la justice française pour publier ce livre, est publié par 5 autres éditeurs en même temps que nous. Hein, nous ne sommes pas, dont je crois Hachette et 10-18. Mais nous, on n'aurait pas le droit, hein, parce que la LICRA aurait déclaré que nous, non. Voilà. Et elle nous demande donc 20 000 euros par bouquin, hein, pour avoir osé rééditer des livres qui sont édités en même temps par d'autres. Hein. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que donc les avocats de la LICRA ont travaillé, et ils ont caviardé, et ils ont demandé à ce qu'on enlève tout ce qui leur plaisait pas. Donc là, je vais m'adresser à la LICRA, je vais dire ce que vous pourriez faire aussi, puisque finalement... vous pensez que c'est en votre pouvoir, c'est vous pourrez demander qu'on caviarde aussi la Bible de tous les propos racistes et injurieux et violents qu'il y a dedans. Vous pourriez aussi demander à ce qu'on caviarde les évangiles, notamment l'évangile selon saint Matthieu, pour tout ce qu'il y a d'hostile aux Juifs dedans. Vous pouvez demander à ce qu'on caviarde, pareil, sous peine de poursuite, etc., les écrits de Voltaire, c'est-à-dire toute la littérature de fiction, et tous les livres de fiction et la littérature produites dans le monde, je dis bien le monde entier, depuis de la nuit des temps jusqu'à 1945. Maupassant, Victor Hugo, Voltaire, les Goncourt, Jules Verne, tout le monde, voilà. Donc pour vous montrer, ça c'est pour montrer le côté délirant de la LICRA qui se prend maintenant pour Dieu. Et maintenant, je vais quand même rappeler, je ne vais pas trop insister là-dessus d'ailleurs, parce que c'est un peu hors sujet, c'est que la LICRA, qui a un pouvoir en France inouï, qui n'est jamais d'ailleurs que le même pouvoir que le CRIF, parce que c'est un des bras armés du CRIF, et qui prétend être une association antiraciste, et comme l'a très bien expliqué Anne Kling dans son livre, que j'avais d'ailleurs préfacé, La France licratisée, quelque chose qui a été créé à l'époque par les bolcheviks juifs pour couvrir un assassinat politique d'un nationaliste ukrainien en France. La LICRA a été créée en 1926 sous le nom de Ligue internationale contre les pogroms par un journaliste communiste, Bernard Lecache, qui, comme son nom ne l'indique pas, était né dans une famille juive d'origine ukrainienne réfugiée à Paris. Lecache a été parmi les premiers à adhérer au tout nouveau parti communiste français qui se crée en 1921. C'est donc un communiste de la première heure qui crée la LICRA. Ce dernier crée la Ligue pour assurer le battage médiatique voulu autour du procès de l'assassin de Simon Petlura, abattu à Paris par Samuel Schwarzbard. C'est le meurtre d'un nationaliste ukrainien par un communiste juif qui est à proprement parler à l'origine de la LICRA. Au début, ça s'appelait la Ligue contre les pogroms, puis après, ça s'appelait la LICA dans les années 30, la Ligue contre l'antisémitisme, il n'y avait pas le racisme dedans, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient membres de la LICA ont rallié Pétain au moment de la Révolution nationale, comme l'explique très bien Simon Epstein, dans ses bouquins, Simon Epstein, inattaquable, juif et israélien. Voilà. Donc la LICRA est en fait un des bras armés de la communauté juive organisée, qui ment en prétendant que c'est une association antiraciste. On va montrer d'ailleurs quel est son directoire, il n'y a pas un noir et pas un arabe dedans. Ça commence vraiment à sentir le racisme. Et c'est là pour persécuter les insoumis, voilà, mais avec des prérogatives au niveau de la République française inouïes. Et je pense que la montée de l'antisémitisme en France, si tant est qu'il est réel et qu'il les pousse à ce genre de démarche hystérique, est plus de leur fait que du mien. Je pense que les Français en ont un peu marre, et vous pouvez le vérifier à travers Dieudonné, que une officine qui ne représente qu'elle-même et un tout petit pouvoir oligarchique prétendre défendre
les Juifs, alors que les Juifs leur ont rien demandé, et soi-disant l'antiracisme, alors qu'il n'y a pas plus raciste que ces gens-là. C'est vérifié par leurs écrits. Justement, on va peut-être s'amuser un jour à rééditer l'Ancien Testament et une introduction au Talmud pour voir où ça en est. Voilà. Donc ça permet à la fois de dire que leur démarche est absurde et obscène. La LICRA ne représente personne en réalité. Dieudonné, eux, ça ne les fait pas vraiment rire. Hier soir, devant le Zénith de Strasbourg, ils étaient une trentaine à avoir bravé la pluie pour dénoncer la tenue du one-man show « Rendez-nous Jésus ». Liberté d'expression, mais il y a des limites. Donc moi, je vous demande... Nous sommes là surtout pour leur dire attention, nous sommes vigilants, vous allez entendre des propos racistes, des propos antisémites. Il faut les dénoncer. Et en fait, ça ne fait rire personne. À Bruxelles, récemment, la police a interrompu ce pseudo-spectacle et dans la salle, il y avait, paraît-il, les spectateurs qui faisaient le salut nazi. Ils sont incapables de mobiliser quoi que ce soit. Par contre, ils terrorisent les gens comme moi. Ils font chanter les tribunaux, ils font chanter la République française, alors que moi, je représente la réconciliation nationale, l'antiracisme authentique, comme Dieudonné, et pas eux. Monsieur Jakubowicz ne représente pas l'antiracisme. Il représente la communauté juive organisée, de ce qu'elle a de plus cruel, de plus manipulatrice et de plus illégitime du point de vue républicain. Voilà. Donc nous sommes quand même envoyés au tribunal par ces gens-là, cette petite poignée, qui essayent en réalité de me ruiner et de ruiner la petite maison d'édition qu'on a montée, en nous demandant en voulant nous faire condamner à 100 000 euros, plus des astreintes énormes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Pour avoir publié des livres qui sont des rééditions, publiées en même temps que nous par d'autres. D'un point de vue légal, je ne sais pas si ça peut tenir. Et tout ça, ça sera le 15 juillet au tribunal de Bobigny. Voilà. Donc voilà, on va continuer à mener le combat et on verra si la République existe, si la justice existe. Mais voilà, la LICRA, en ce moment, est en train de péter les plombs, à mon avis. Elle est un peu inquiète de perdre peut-être un peu le contrôle, de voir que la colère monte. Et je fais bien remarquer aux juifs intelligents que si en ce moment il y a une colère qui monte en France, c'est à cause d'officines comme la LICRA, de leur illégitimité, de leur malhonnêteté, et pas à cause des gens comme moi ou comme Dieudonné, qui nous prônons la réconciliation nationale et le respect des valeurs républicaines et l'antiracisme authentique. Voilà. Donc je tenais à rappeler à nos auditeurs, que la LICRA nous envoie au tribunal pour essayer de nous faire condamner à des sommes inouïes, puisque c'est quand on aura additionné les frais de justice et tout le reste, on sera dans des sommes qui peuvent avoisiner les 150 000 ou 200 000 euros pour une petite boîte qui existe sur Internet, pour des bouquins qui sont édités par d'autres éditeurs que nous et qui sont dans le domaine public et qui sont en plus des bouquins historiques, c'est-à-dire que là on est dans la rétroactivité totale qui date du 19e siècle et qui sont des comment dirais-je, oui, des livres qui appartiennent au patrimoine, voilà, littéraire, sociologique, et qui sont intéressants en tant que documents et qui sont normalement devraient être accessibles à tous, parce que sinon, si on fait du caviardage transhistorique et transgénérationnel, on est dans le délire total. Voilà. Mais voilà où conduit la LICRA au bout du bout de son affolement lié à son illégitimité totale. Voilà. Donc c'était l'introduction et qui va me permettre après de passer à ce sujet qui vous passionne tous. Donc première citation, j'ai choisi là Frédéric II, roi de Prusse, protecteur de Voltaire et considéré comme un despote éclairé, c'est je crois que pour lui qui a été inventé d'ailleurs le terme, et grand admirateur des Lumières, né en 1712 et 1786. Donc voilà ce que dit Frédéric II de Prusse dans son testament politique. Les Juifs sont de toutes ces sectes la plus dangereuse, à cause qu'ils font tort aux négoces des chrétiens et qu'ils sont inutiles à l'État. Nous avons besoin de cette nation pour faire un certain commerce en Pologne, mais il faut empêcher que leur nombre n'augmente et les mettre non pas à un certain nombre de familles, mais à un nombre de têtes, et resserrer leur commerce, les empêcher de faire des entreprises en gros, pour qu'ils ne soient que détailleurs. Nous avons trop de Juifs dans les villes, il en faut sur les frontières de la Pologne, à cause qu'il n'y a dans ce pays que les Hébreux qui fassent le négoce. Dès qu'une ville est éloignée de la Pologne, les Juifs y deviennent préjudiciables par leur usure, par la contrebande qui passe par eux, et par 1000 friponneries qui tournent au détriment des bourgeois et des marchands chrétiens. Je n'ai jamais persécuté les gens de cette secte ni personne. Je crois cependant qu'il est prudent de veiller pour que leur nombre n'augmente pas trop. Voilà.
On voit qu'en ça que Frédéric II était totalement en accord avec la pensée profonde de son maître à penser qui était Voltaire. Voltaire, qui je le rappelle est un antisémite carabiné, et je pense que la LICRA devrait faire un procès pour qu'on expurge les œuvres complètes de Voltaire, des dizaines et dizaines de pages d'un antisémitisme délirant qui rejoint les comment dirais-je, bagatelles pour un massacre de Céline dans l'hystérie antisémite, hein, avec d'ailleurs la même drôlerie et la même emphase. Voilà. Donc deuxième sujet que j'ai choisi, deuxième personnage que j'ai choisi, je dis il y en a tellement que je pourrais faire ça pendant 20 ans. Alors c'est plus inattendu, quoique, George Orwell. Voilà. George Orwell, écrivain anglais de son vrai nom d'ailleurs, Eric Arthur Blair, né en 1903 aux Indes britanniques, mort en 1950 à Londres. C'est l'auteur du fameux roman d'anticipation 1984 sur le totalitarisme, et c'est aussi, vous le savez depuis plus récemment, l'auteur préféré de Michéa, qui est l'antibéral et anarchiste chic, très respecté en ce moment, à juste titre. Voilà. Je considère en effet cet auteur, et depuis longtemps, comme l'un des penseurs les plus originaux et les plus radicaux de la scène intellectuelle française. Avec lui, les repères trop faciles, avec lesquels nous autres médias croyons pouvoir border le champ, volent en éclats. Et c'est tant mieux. Socialistes, conservateurs, populistes, tout cela à la fois sans doute et encore bien d'autres choses. Michéa ne se reconnaît guère qu'un seul devancier, vous l'avez dit, c'est George Orwell. Son dernier livre est d'ailleurs une réflexion critique sur l'état intellectuel de la gauche française menée à la lumière de la pensée orwellienne. Donc je vais vous lire un extrait donc de Orwell. Hein. Voilà. Extrait d'un texte d'un livre publié en 1933, je crois que c'est son premier livre d'ailleurs, qui s'appelle « Dans la dèche à Paris et à Londres ». N'ayant pas appris à compter, je dépensais à tort et à travers, et il m'est plus d'une fois arrivé de rester tout un jour sans manger. Quand cela se produisait, je vendais quelques effets personnels que je sortais discrètement de l'hôtel, enveloppés dans de petits paquets discrets, et que je portais à un fripier de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'homme était un juif aux cheveux roux, un homme extraordinairement désagréable, qui entrait parfois dans de violentes colères, à la seule vue d'un client, comme si celui-ci l'insultait en entrant dans son échoppe. « Merde !» s'écriait-il, « encore vous ? Vous me prenez pour qui ? Pour le fourneau économique ?» Et il offrait des prix dérisoires. Pour un chapeau que j'avais payé 20 shillings et à peine porté, il m'accordait 5 francs. Pour une bonne paire de chaussures, 5 francs encore. Pour des chemises, 1 franc la pièce. Il préférait échanger qu'acheter et avait mis au point un truc qui consistait à vous fourrer entre les mains un quelconque article sans valeur et à faire comme si vous aviez accepté l'objet en paiement. Je l'ai vu un jour prendre un très bon par-dessus à une vieille femme, lui coller dans la main 2 boules de billard et la pousser vivement vers la sortie sans lui laisser le temps de protester. C'eût été un véritable plaisir que d'aplatir le nez de ce juif pour quelqu'un, en tout cas, qui se fût trouvé en situation de le faire. Voilà. Citation donc de Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, pages 27 et 28 dans la collection 10-18. Je vais poursuivre maintenant du même, pages 49 et 50 du même livre. Certains jours, Boris paraissait avoir touché le fond. Il restait avachi, refoulant les sanglots qui lui montaient à la gorge pour vouer aux 100 000 diables le juif dont il partageait la chambre. À en croire Boris, un Anglais comme moi ne pouvait pas concevoir le supplice que cela représentait pour un Russe de bonne famille de se trouver à la merci d'un Juif. Un Juif, mon ami, un véritable Juif, et qui n'a même pas la pudeur de se voiler la face. Quand je pense que moi, ancien capitaine du Tsar, et voilà où j'en suis, à manger le pain d'un Juif, je vais te dire comment sont les Juifs. Un jour, c'était dans les premiers mois de la guerre, nous étions en campagne, nous nous arrêtons dans un village pour y passer la nuit. Un Juif horrible, un vieux Juif avec une barbe rousse de Judas Iscariote, arrive à se faufiler jusqu'à mon cantonnement. Je lui demande ce qu'il veut. « Excellence, me dit-il, je vous ai amené une jeune fille, une très belle jeune femme, pas plus de 17 ans. » « Merci, je lui réponds, je n'ai pas envie d'attraper de maladies. »« Des maladies, s'écrie le Juif. Mais monsieur le capitaine, vous n'avez aucune crainte à avoir, c'est ma propre fille. » Voilà le caractère juif. T'ai-je déjà dit, mon ami, que dans l'armée du tsar, il était très mal vu de cracher sur un juif, car l'on considérait que la salive d'un officier russe était chose trop précieuse pour être gaspillée sur cette race. Voilà. Donc ça, ce sont des écrits de George Orwell, voilà, considérés comme le pape d'un certain anarchisme, et très aimé en ce moment, à juste titre d'ailleurs, par Michéa. Voilà. Donc George Orwell, antisémite carabiné, comme tous les autres. Donc je demande aussi à la LICRA de veiller à ce que ce soit expurgé les passages antisémites de ce livre qui est édité chez 10-18 et qui s'appelle, je vais redire le titre, Dans la dèche
à Paris et à Londres. Comme ça, je vais aider un peu la LICRA à faire le ménage. Comme ça, à la fin, il ne restera plus qu'eux, finalement. Donc après, pour continuer dans la rigolade, j'ai choisi un petit texte de David Ben-Gourion. C'est plus subtil. De son vrai nom, David Grun, né le 16 octobre 1886 en Pologne et mort le 1er décembre 1973 en Israël, dont il est le fondateur officiel. Voilà. Alors c'est pour vous dire effectivement ce que dit Ben-Gourion et ce qu'on dirait d'un homme qui dirait ça aujourd'hui. Voilà. Si j'étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal, nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l'a promise, mais comment cela pourrait-il les concerner ? Notre Dieu n'est pas le leur. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ? Ils ne voient qu'une seule chose, nous sommes venus et nous avons volé leur terre. Pourquoi devraient-ils accepter cela ? Voilà. Après, donc c'est cité par Naum Goldman dans le Paradoxe juif, page 121. Voilà. Donc ça serait aujourd'hui considéré comme de l'israélophobie par le patron du CRIF. Voilà. Cette interpellation, je l'appelle israélophobie. Je ne demande évidemment pas à l'interdire. Je demande à y réfléchir. Donc une autre citation de David Ben-Gourion, qui à l'époque avait au moins une certaine honnêteté par rapport au faux cul actuel sioniste qui nous dirige. Donc, ne nous cachons pas la vérité. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Ce pays est le leur parce qu'ils y habitent, alors que nous venons nous y installer et de leur point de vue, nous voulons les chasser de leur propre pays. Derrière le terrorisme des Arabes, il y a un mouvement qui, bien que primitif, n'est pas dénué d'idéalisme et d'autosacrifice. L'israélophobie est devenue depuis lors une passion collective. Elle pave la voie de la délégitimation d'Israël et devient, même si c'est involontaire, un vecteur de haine antisémite. Discours de 1938 de David Ben-Gourion. Voilà. Pour ceux qui parlent en permanence aujourd'hui de terroristes à propos du Hamas, du Hezbollah, ou comme ceux comme Elisabeth Lévy qui se plaignent que certains Palestiniens osent envoyer des roquettes foireuses qui tuent jamais personne. C'est très drôle. Les roquettes qui tombent sur Israël, ça vous fait marrer ? Sur Israël qui est jamais que le pays qu'ils leur ont volé. Voilà. David Ben-Gourion, qui était pourtant pas rigolo, qui était un faucon, est quand même beaucoup moins faux cul qu'une certaine Elisabeth Lévy sur le sujet. Voilà. Il faut le rappeler. Donc David Ben-Gourion, quelque part, serait considéré comme antisémite aujourd'hui pour ce genre de déclaration. Voilà. Alors petite pause pour nous remettre de tout ça, j'ai aussi choisi les antisémites par l'image, pour changer un peu. Donc comme en ce moment j'ai vu qu'il y avait un très beau documentaire sur Méliès, parce qu'ils ont recolorisé entièrement, grâce à Lobster Film d'ailleurs, dont je connaissais le patron à l'époque, le voyage dans la Lune. Il va falloir sauver tout ce qui peut l'être de la copie couleur. Certaines images ont survécu sans pratiquement aucun dommage, mais il est rare que plus de 5 images successives ne nécessitent aucune intervention. Sans parler des images fragmentaires ou manquantes. Pendant 10 mois, l'équipe de restauration va revenir sur chaque image. Stabiliser, retoucher, compléter les manques. Bref, supprimer une à une les atteintes du temps. Ils ont ressorti une version restaurée qui n'existait pas, la version colorisée. Donc on va montrer un petit film de Méliès, qui est un des pères du cinéma et du cinéma d'art, le génie français, mort d'ailleurs relativement dans la misère à cause du lobby du cinéma américain, qui lui ont volé ses films sans jamais lui payer ses droits. On va mettre un petit court-métrage de Méliès sur le Juif errant, qui est un petit film totalement antisémite.
Et puis pour faire bonne mesure, on en a un autre là qui est une petite vidéo très courte des Beatles qui s'amusent à faire le salut nazi. Et qui serait considéré aujourd'hui comme quelque chose qui leur vaudrait la mise à mort culturelle et d'être voué aux gémonies, comme Lars von Trier. I understand Hitler. Je comprends Hitler. Comme Galliano. Are you blonde? Are you blonde with No, blue but eyes? I love Hitler. See? People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God. Ou comme Oliver Stone, quand il a osé déclarer dans un débat radiophonique où il s'est un peu lâché à dire ce qu'il pensait vraiment, que le peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale, à bien y réfléchir, était le peuple allemand. Qui n'est jamais d'ailleurs que ce que prétend depuis des années Robert Forisson, et qui, quand on regarde les chiffres, n'est pas totalement dénué de fondement si on regarde le bain de sang qui a été le bain de sang qu'a subi le peuple allemand entre 1939 et 1952-53. Par rapport à sa population initiale, c'est la plus grosse éradication qui existait, même je crois que c'est même en proportion supérieure aux Russes. Voilà, enfin ça se discute. Voilà. Voilà. Donc on a ces deux petites vidéos sympas. Et après, puisqu'on est sur l'Allemagne, on va prolonger avec la rubrique que je vais appeler l'antisémite après l'antisémitisme par l'image. Là, on a l'antisémite caché du mois. Alors régulièrement, il y en a un. On s'appelle qu'il y avait eu Günter Grass. La consécration à 72 ans pour Günter Grass et son œuvre profondément humaniste. L'écrivain des victimes, des perdants, selon les propres mots de l'Académie. L'Allemagne écrite, décrite à corps et à cœur perdu. Son dernier livre, pas encore traduit en France, dresse le bilan du siècle, rien de moins. Un cours d'histoire en accéléré en 100 nouvelles. Un devoir de mémoire pour celui qui restera comme le porte-parole courageux d'une génération meurtrie et avilie par le nazisme et la guerre. Qui est vraiment la gauche allemande de la culpabilisation et de la pleurniche, qui m'en a toujours été insupportable. Je préfère un Allemand qui respecte son passé et qui assume plutôt que ce genre de type, et qui a quand même révélé à la fin de sa vie qu'il avait été engagé volontaire dans la SS. Pendant 60 ans, il avait gardé le secret. L'écrivain allemand Günter Grass, prix Nobel de littérature en 99, vient d'avouer qu'il avait été enrôlé chez les Waffen-SS, la terrible unité d'élite nazie. Je ne l'ai pas fait avant, je dois le dire. Et sûrement je devrais entendre encore longtemps tous ces reproches. Ma vie jusqu'à maintenant a été marquée par cette honte. Et qui d'ailleurs récemment a fait un poème pour critiquer la domination israélienne sur le monde. Le nucléaire israélien menace la paix mondiale. C'est Günter Grass qui l'affirme dans un poème publié par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Le prix Nobel de littérature 99 dénonce un silence généralisé sur le nucléaire israélien et parle de l'hypocrisie de l'Occident, allusion aux pressions internationales sur le nucléaire iranien. Qui depuis d'ailleurs a fini comme Solzhenitsyn. Les gens pensent qu'il est mort, je crois qu'il n'est pas encore mort, mais il n'est plus le grand Allemand admiré par toutes les élites social-démocrates, mondialistes, etc. Donc aujourd'hui, après Günter Grass, qui était ancien SS, nous avons découvert, au gros malheur, que le Derrick, qui est quoi, il est inspecteur ou commissaire ? Inspecteur. Donc, à l'heure du crime, vous étiez assis ici, tous les deux. Oui, tous les deux. Dans ce cas, vous avez un alibi, tous les deux. C'est vrai, vous avez raison. L'inspecteur Derrick, de son vrai nom, je crois, Horst Stapper, je crois, était un ancien SS également. C'est le très sérieux Frankfurter Allgemeine Zeitung qui révèle l'information, se basant sur les travaux d'un sociologue allemand.
Horst Tappert aurait intégré les SS en 1943. Il avait 19 ans et aurait fait partie d'un régiment de chars SS engagé sur le front russe. Il avait caché ça, tout le monde avait caché ça jusqu'à sa mort, parce qu'effectivement ça aurait fait mauvais genre. Alors voilà, c'est assez rigolo de voir que le commissaire de police qu'on nous a vendu dans une série très chiante et très lente pour accélérer l'unité franco-allemande par la culture de masse, c'était finalement un ancien SS. C'est assez rigolo, comme Günter Grass finalement. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on pense que l'équivalent de Déric en France, c'est Maigret, on va s'amuser aussi à rappeler que le père de Maigret, qui est Siménon, était aussi un antisémite carabiné qui a survécu, je veux dire, à l'épuration, comme beaucoup de gens à l'époque, parce que De Gaulle a fait en sorte qu'il y ait une réconciliation nationale après-guerre. Réconciliation nationale qui a été rompue dans un premier temps par Mitterrand, je le rappelle, avec le procès, le premier procès, le procès Barbie et tous les autres, et trahi une deuxième fois par Chirac avec l'histoire de la responsabilité de l'État français dans le Veldiv. Ce sont deux trahisons du pacte de réconciliation qui avait été signé avec la communauté juive organisée et De Gaulle, et qui faisait notamment que les juifs de l'UGIF n'étaient pas jugés comme collabos, mais étaient simplement soumis à, comment dirais-je, à une sorte de tribunal rabbinique qui était un truc interne, effectivement, pour qu'on ne sache pas que l'UGIF, qui est directement l'ancêtre du CRIF, avait collaboré de A à Z, et que c'est eux qui avaient fourni notamment la liste des déportés du Veldiv. Voilà ce que rappelle Maurice Rafchus dans ses écrits, qui pour cette honnêteté-là, qu'il était aussi motivé parce que ses parents sont morts à cause de l'UGIF, de la collaboration des instances juives officielles avec l'État, l'État pétainiste. Il avait une raison de s'en plaindre, parce que ses deux parents sont morts à cause de ça. Rafchus a bien révélé ça, et c'est quelque chose qui est profondément caché en France, effectivement, que l'ancêtre direct du CRIF, l'UGIF, a adhéré à la vision de la Révolution nationale du citoyen français d'origine juive qui était sauvé en tant que français, mais qui ne se mêlait pas, effectivement, des accords liés à l'armistice, qui était effectivement que les sans-papiers, c'est-à-dire les clandestins juifs ressortissants du Reich étaient rendus, au Reich, c'était les accords, et qui fait finalement que l'UGIF avait bien accepté la séparation totale du juif français, donc de civilité juive et du juif tout court, et que c'était ça la politique du CRIF de l'époque, qui était d'ailleurs la politique de la Révolution française de Pétain. Voilà. Tout ça est caché aujourd'hui de A à Z pour ne pas montrer effectivement que ce sont les élites juives aujourd'hui, les mêmes qui m'emmerdent à travers la LICRA et le CRIF, puisque le GIF est l'ancêtre direct du CRIF, ils ont même hérité de son trésor de guerre, je crois. Ce sont eux qui ont fourni à la Révolution nationale, qui n'est pas la République française, mais on va dire l'État français de transition, puisque normalement la continuité républicaine, on va dire que officiellement c'est De Gaulle, qui ont fourni les listes de la rafle du Veldiv. Voilà, ça c'est démontré historiquement. Et c'est tout ça qui est caché. Et c'est d'ailleurs parce qu'il fallait cacher tout ça qu'il y a eu un pacte signé entre ces élites juives et De Gaulle pour faire de la réconciliation nationale et dire on sauve les hauts fonctionnaires de la collaboration française et du pétainisme, qui souvent d'ailleurs venaient du socialisme et du Front populaire. Je rappelle que Laval était un SFIO, que les plus gros collaborationnistes, que ce soit Déa ou Doriot, venaient du PC et du PS, et qu'un Bousquet, qui était l'ami de Mitterrand, était un haut fonctionnaire français, ou les Papons, etc., qui ont été recyclés en tant que dans une espèce de logique de réconciliation nationale et d'intelligence. Tout ça a été bafoué par la génération Mitterrand, là, avec Pierre Berger en première ligne d'ailleurs, et trahi une deuxième fois par Chirac, pour avoir l'argent des Rothschild, pour battre le traître, comment il s'appelle, à l'élection présidentielle de son ancien meilleur ami de 30 ans, Balladur, voilà. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça, dans ce contexte-là, qu'un type comme Siménon, qui était un collabo un antisémite de première, comme beaucoup de gens des années 30 et 40, a pu effectivement poursuivre sa carrière tranquillement, sans problème, dans une logique de réconciliation nationale qui s'explique assez bien si on voulait mettre le salut de la France avant les vengeances tribales d'une petite communauté qui avait hautement collaboré elle-même avec le pouvoir de l'occupant. Voilà. Et c'est comme ça donc que Siménon a pu continuer à être Siménon, mais rappelons bien donc qu'il n'y a pas que le commissaire Déric qui était dans la SS, il y a aussi le commissaire Maigret, qui est effectivement le Siménon, qui était un antisémite de première et qui n'a pas fait une très bonne guerre. Voilà. Donc tout ça c'est si jamais la LICRA voulait aussi attaquer post-mortem Siménon et le commissaire Maigret à travers lui pour antisémitisme carabiné. Faites le boulot jusqu'au bout, moi ça m'arrange. Voilà.
Alors, après nous avons la catégorie de ce qu'on appelle l'antisémite malgré lui, parce que ce mois-ci j'en ai sorti un seul, qui est Barack Obama. Ce qui est marrant, c'est que Barack Obama, qui à mon avis forcé, parce que ça ne doit pas être son plaisir intime, s'est soumis intégralement au lobby judéo-sioniste américain. On le voit à Yad Vashem, enfin il en a fait des tonnes. Il a déclaré, comment dirais-je, la solidarité éternelle, je crois, de... And that is why I'm confident in declaring that our alliance is eternal. It is forever. Lanetzach. Des États-Unis et d'Israël, ce qui est un mot religieux, qui n'est pas un mot de politique étrangère. Aucun État ne peut avoir de solidarité éternelle avec quiconque. Il y a en général des intérêts nationaux bien compris qui impliquent des alliances qui peuvent se déplacer dans l'histoire, et la notion de solidarité éternelle est une notion totalement religieuse et biblique. Et donc malgré tout, le Barack Obama, on mettra le détail, comme à un moment donné il s'est pas prosterné assez vite, ou il n'a pas obéi assez vite, ou il a fait une petite pirouette pour donner le change devant le peuple américain, qui s'étonne peut-être parfois qu'un petit pays comme Israël lui dicte la loi au plus grand empire militaire mondial actuel. Et il a fait une petite pirouette de travers, et il a été traité par la toute-puissante communauté juive américaine d'antisémite. Voilà. Donc même Obama n'est pas à l'abri. Voilà. C'est-à-dire personne n'est à l'abri. Le pire des soumis peut être traité d'antisémite. N'oublions pas que Pierre Berger a traité indirectement le rabbin Bernheim d'antisémitisme, parce qu'il était contre le vilipendage du mariage par la pédale, quoi. Voilà. Le mariage n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour. Le mariage est l'institution qui articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. Donc voilà, donc c'est-à-dire que tout le monde peut être un jour ou l'autre, même qu'il soit juif ou pas, l'antisémite du pouvoir impérial, si à un moment donné ça sert à lui faire plier l'échine. Voilà. Et maintenant, pour varier un peu, je vais vous proposer le philosémique surprise du mois. Donc, je vais vous lire, ça pourrait presque être un quiz. Je vais vous lire un texte et après je vais vous laisser quelques secondes pour deviner de qui est ce texte. On y va. Mon père avait au cours de sa vie fini par incliner à un cosmopolitisme plus ou moins déclaré qui, non seulement avait pu s'imposer à son esprit malgré ses convictions nationales très fermes, mais avait déteint sur moi. À la Rilschule, je fis bien la connaissance d'un jeune juif avec lequel nous nous tenions tous sur nos gardes, mais simplement parce que différents incidents nous avaient amenés à n'avoir dans sa discrétion qu'une confiance très limitée. D'ailleurs, ni mes camarades ni moi, nous ne tirâmes de ce fait des conclusions particulières. Ce fut seulement quand j'eus 14 ou 15 ans que je tombais fréquemment sur le mot de juif, surtout quand on causait politique. Ces propos m'inspiraient une légère aversion, et je ne pouvais m'empêcher d'éprouver le sentiment désagréable qu'éveillait chez moi, lorsque j'en étais témoin, les querelles au sujet des confessions religieuses. Il y avait que très peu de juifs à Linz. Au cours des siècles, ils s'étaient européanisés extérieurement, et ils ressemblaient aux autres hommes. Je les tenais même pour des Allemands. Je n'apercevais pas l'absurdité de cette illusion, parce que leur religion étrangère me semblait la seule différence qui existât entre eux et nous. Persuadés qu'ils avaient été persécutés pour leurs croyances, les propos défavorables tenus sur leur compte m'inspiraient une antipathie qui parfois allait presque jusqu'à l'horreur. Je ne voyais encore dans le juif qu'un homme d'une confession différente, et je continuais à réprouver, au nom de la tolérance et de l'humanité, toute hostilité issue de considérations religieuses. Voilà un texte très joliment philosémite. Donc essayez de deviner pendant quelques secondes de qui il est. Compilation des articles publiés dans l'éphémère Revue Flash entre octobre 2008 et mars 2011, Chronique d'avant-guerre et le 11e livre d'Alain Soral. L'intellectuel français dissident nous livre ici des textes courts qui vous aideront à comprendre les enjeux de notre époque judéo-protestante thalassocratique. Jérusalem devenant capitale de la planète. Jusqu'à l'avènement prochain de la Troisième Guerre mondiale. Chronique d'avant-guerre, 16 € aux éditions Blanches et sur Contre-Culture, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci Alain Soral, merci Contre-Culture. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ben c'est un extrait de Mein Kampf d'Adolf Hitler, vous voyez, voilà. Comme quoi la réalité est bien plus complexe que ce qu'on essaye de nous vendre, voilà.
Et je vous rappelle d'ailleurs que Mein Kampf d'Hitler est en vente libre et non expurgé, que vous pouvez toujours éditer aux éditions latines et que vous pouvez le lire et le commander, pas chez nous d'ailleurs, mais il est simplement mis à l'index, c'est-à-dire interdit d'exposition. Voilà. Donc la LICRA essaie de ruiner ma petite maison d'édition parce que je réédite Le Salut par les Juifs de Léon Bloy, qui est une défense des Juifs contre le livre de Drummond, mais par contre, effectivement, la LICRA n'essaye pas de faire interdire Mein Kampf, peut-être à cause de cette phrase très très philosémite du jeune Adolf Hitler, peut-être, voilà. Je vais finir comme cette rubrique commence à me fatiguer un peu. Si vous voulez vous intéresser à tout ça, vous pouvez lire ce livre que nous rééditons mais qui avant été édité ailleurs, le livre de Paul-Éric Blanc-Rue, Anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme, qui est une anthologie, un dictionnaire, et que la LICRA demande à ce que nous pilonnions purement et simplement en nous envoyant au tribunal de Bobigny le 15 juillet. Voilà. Donc ce livre qui est une anthologie de citations historiques avec une préface très très nuancée et très intelligente de Paul-Éric Blanc-Rue, et celui d'ailleurs qui a valu à l'auteur d'être invité au salon du livre du Bnei quand il est sorti, du Bnei Brit. Ce livre, la LICRA nous demande aujourd'hui, dans une espèce de délire hystérique, et se sentant sans doute les pleins pouvoirs sur la République française, nous demande de le pilonner, nous demande qu'on soit condamné à 20 000 euros d'amende pour avoir osé le rééditer en deuxième main. Voilà. Donc je vous engage à l'acheter promptement, ainsi que ces 5 livres que la LICRA veut nous interdire de vendre et pour laquelle elle veut nous ruiner, et moi personnellement et ma petite maison d'édition. Et donc je le répète, ce bouquin-là, mais aussi Le Salut par les Juifs de Léon Bloy, mais aussi dans la catégorie infréquentable, donc c'est bien dit, La France juive de Drummond, qui est un document historique, et aussi la controverse de Sion de Douglas Reed, qui est un document très très nuancé, qui montre comment systématiquement le petit peuple juif est persécuté par ses élites. Voilà, ce qui est un peu la situation des Juifs de France par rapport à la bêtise, à la malhonnêteté, à la maladresse du CRIF et de son bras armé, la LICRA. Voilà. Et celui que j'ai pas montré mais qu'on mettra aussi, le Henry Ford, le Juif international, qui est aussi un texte historique que nous rééditons. Et je rappelle que Henry Ford était quand même le plus grand capitaliste américain. Et je rappelle qu'il a fini quand même dans une loge maçonnique pro-sioniste qui s'appelait Palestinien. Donc il a fait depuis amende honorable. Et nous estimons que nous avons le droit de rééditer un écrit important qui permet de comprendre le contexte des années 20-30. Livre qui s'appelle Le Juif international, compilation d'articles d'Henry Ford, publié entre 1919 et 1921. Voilà. Donc, dépêchez-vous de commander ces livres sur Contre-Culture, car ils seront peut-être demain pilonnés interdits, et dépêchez-vous aussi de nous soutenir, car comme vous pouvez le voir, la violence s'exerce de plus en plus contre nous, par des agressions d'antifa répétées et couvertes par le pouvoir socialiste, bien évidemment, par des convocations au commissariat, j'en ai encore une la semaine prochaine, par des convocations chez des juges d'instruction, tantôt à Bayonne, tantôt à Toulouse, tantôt à Saint-Denis, et par des procès. J'ai en ce moment 3 procès en cours, voilà, dont celui qui m'est intenté par la LICRA le 15 juillet. Voilà. Salut à vous tous, merci pour votre fidélité, et peut-être au mois prochain.